Nous allons poursuivre. Après le cinéma, nous allons nous intéresser à la peinture contemporaine. Présentation. En accueillant Thibaut Cadiou, qui vient de l'Université de Lyon 2. Bienvenue Thibaut, et vous allez nous parler des mythes déconstruits et discours inversés, mémoires indigènes de l'exploitation du caoutchouc à travers la peinture contemporaine. Oui. Merci beaucoup pour cette introduction et merci au comité d'organisation et au comité scientifique, en particulier Madame Tozin pour cette opportunité. Donc, comme on a pu en entendre parler aujourd'hui, l'Amazonie péruvienne a été exclue des processus de construction identitaire et de formation de l'État-nation depuis l'indépendance de 1821 jusqu'aux dernières décennies du XXe siècle. Cette exclusion a conduit la région à être construite et perçue par des imaginaires plutôt que par des faits. Ces constructions, qui se sont formulées autour de l'Amazonie, étaient basées sur des éléments de l'imaginaire européen, comme le démontre le nom même de la forêt. À l'époque du cycle économique du caoutchouc, donc entre 1880 et 1920 au Pérou, ces perceptions issues de l'imaginaire vont être à la base d'un discours visant à justifier l'exploitation du travail indigène en Amazonie. Ces constructions discursives vont jouer un rôle important dans la perception des indigènes amazoniens au moment du premier centenaire, perception que nous allons comparer à l'autoreprésentation à travers la peinture sur toile de deux artistes indigènes amazoniens contemporains. Nous verrons comment ces artistes remettent en question la place de l'Amazonie comme périphérie de la nation péruvienne et surtout celle de ses habitants comme subalternes, principalement au niveau culturel. Il sera question ici d'étudier le dialogue entre mémoire indigène, historiographie et discours issus de l'imaginaire autour de l'Amazonie. Nous verrons que ces artistes récupèrent les mythes et les discours de l'époque du scandale du Putumayo sur leur groupe culturel afin d'une part de les déconstruire et d'autre part de les inverser. Pour cela, nous reviendrons dans un premier temps sur ces constructions discursives. Ensuite, nous présenterons rapidement différents éléments pouvant expliquer l'émergence d'un courant pictural indigène amazonien contemporain. Et dans un troisième temps, nous passerons à l'analyse de 4 tableaux représentant la mémoire indigène de l'époque du caoutchouc. L'affaire du Putumayo devint un scandale mondial en 1909 avec l'apparition de l'article de Devil's Paradise de l'ingénieur états-unien Walter Hardenburg dans la revue The Truth. L'article dénonçait le grand nombre de morts parmi les indigènes de la région du Putumayo et leur situation d'esclavage et leur exploitation par l'entreprise Peruvian Amazon Rubber Company, que j'abrégerai en partie pour la suite de cet exposé, entreprise dirigée par Julio César Arana. La PARC réfuta ces accusations en construisant un discours visant à justifier l'exploitation du travail indigène dans cette région, discours qui fut construit autour du patriotisme, l'entreprise argumentant que grâce à sa présence, cette région de l'Amazonie, alors disputée par la Colombie, qui est aujourd'hui colombienne d'ailleurs, devenait de fait péruvienne. Pour justifier l'exploitation du travail indigène, les intellectuels organiques au service des barons du caoutchouc formulèrent leur argumentaire autour de 2 grands ensembles de constructions discursives issues de l'imaginaire collectif. Le premier ensemble est celui d'une forêt amazonienne comme un lieu hostile, dangereux, infernal, dont les habitants sont des barbares, des sauvages et pire encore, des anthropophages. Le second ensemble présente la jungle comme un Eldorado, regorgeant de richesses cachées qui peuvent et doivent être saisies par des aventuriers valeureux qui les méritent. Dans ces constructions, les indigènes peuvent être soit des obstacles à surmonter dans l'appropriation de ces ressources, soit une aide, jouant alors le rôle de guide et de main-d'œuvre pour ces aventuriers. L'argumentaire des défenseurs des barons du caoutchouc va se construire autour de l'articulation de ces 2 ensembles. Dans cet exemple, dans ce discours, c'est grâce à la présence des exploitants du caoutchouc que les indigènes accèdent à la civilisation et de sauvages anthropophages deviennent des travailleurs, passant ainsi de la première catégorie de construction discursive à la seconde. Et par extension, le milieu aussi change de catégorie.
Ainsi, les barons du caoutchouc ne sont pas seulement excusés d'exploiter le travail indigène, ils en sont même remerciés, puisqu'ils permettent d'une part la transformation d'un territoire hostile et infernal en un Eldorado propre à être articulé avec le reste de la nation. Et d'autre part, ils permettent l'accès à la civilisation à des anthropophages ainsi soustraits à leur état de barbarie. Ces perceptions de la forêt amazonienne et de ses habitants issus d'imaginaires européens se retrouvent également chez les défenseurs de ces indigènes pendant ce scandale du Putumayo. Ainsi, un exemple des lettres de Roger Casman, donc le consul britannique chargé d'enquêter sur le terrain et qui dénonça fermement la FARC. Ces rapports indiquent que sa perception des habitants du Putumayo correspond à celle des indigènes enfants. Ainsi, nous verrons que ce n'est pas seulement au discours des exploitants du caoutchouc que les peintres indigènes actuels s'opposent, mais également à ceux de leurs défenseurs de l'époque. Avant d'en venir à l'analyse des œuvres, je souhaiterais présenter les prémices d'une réflexion dont l'objectif est de comprendre l'émergence de nombreux artistes indigènes amazoniens sur la scène picturale péruvienne, phénomène singulier dans les pays andins hispanophones. Donc, en premier lieu, le contexte socio-économique, car depuis la décennie de 1970, les avancées technologiques et l'amplification des voies de communication ont conduit à la création et au développement de fronts extractifs, tant légal qu'illégal, dont les répercussions sociales sont très importantes, voire désastreuses. Au-delà de la destruction d'écosystèmes et de l'invasion de territoires ancestraux indigènes, les industries menacent l'intégrité culturelle de nombreux groupes amazoniens et sont la cause de phénomènes d'assimilation et d'acculturation. La lutte contre ces appauvrissements ou ces destructions de la mémoire et de l'héritage est souvent mentionnée par les peintres qui définissent ainsi leurs œuvres comme une résistance culturelle. En second lieu, le contexte socio-politique de la fin du conflit civil, entre 1980 et 2000, fut également propice à l'émergence de courants artistiques indigènes. L'État péruvien réalisa un important travail de mémoire, lequel comprit la création d'espaces de réflexion et d'exposition permettant aux artistes de prendre part au processus d'une création de mémoire nationale. Ces espaces d'exposition permirent par la suite à des artistes indigènes amazoniens de partager la représentation de leur mémoire, notamment celle de l'époque du caoutchouc, à travers par exemple une exposition Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social, donc le LUM, intitulée Memorias del Caucho, Revelaciones del Bosque Humano, exposition de 2017. Ensuite, le contexte scientifique est également à prendre en compte, puisque le développement de l'anthropologie amazonienne joua et joue encore un rôle important dans ce phénomène d'émergence artistique. Pablo Amaringo et Victor Churay Roque furent les précurseurs des mouvements picturaux actuels. Le premier commença à peindre suite à sa rencontre avec l'anthropologue colombien Luis Eduardo Luna. Si Victor Churay avait déjà exposé à Lima lorsqu'il entreprit de collaborer avec l'anthropologue Pablo Machera, cette rencontre lui permit de complexifier son œuvre ainsi que d'accéder à de nouveaux espaces d'exposition. Finalement, le contexte artistique à Lima au début du siècle fut également favorable à la diffusion d'œuvres issues de cultures jusqu'alors exclues du monde artistique. Le développement de la scène picturale nationale au début des années 2000 conduisit à l'ouverture de nouveaux lieux d'exposition dans la capitale. En parallèle, les années qui suivirent le conflit civil donnèrent lieu à une nouvelle recherche de l'identité nationale. Dans ce cadre, les hybridités culturelles et esthétiques gagnèrent en popularité, facilitant ainsi l'arrivée de courants artistiques venus d'Amazonie, bien que leur place reste encore marginale sur la scène nationale. C'est dans ce contexte qu'a émergé un groupe d'artistes pluriethniques d'indigènes en Amazonie péruvienne, dont nous allons maintenant étudier plusieurs œuvres. Dans cette première œuvre, Bruce Rubio, artiste Borawitoto né en 1984 à Pucaurquillo, représente un conglomérat de scènes de violence. Le tableau affiche de nombreuses couleurs aux tonalités vives, mais celles-ci sont réservées à la forêt et aux indigènes. Le blanc, utilisé pour représenter les contremaîtres de l'entreprise d'Arana, fait violemment irruption et perturbe l'ensemble, autrement harmonieux. Les regards et les postures corporelles d'une majorité des indigènes dessinent une ligne de fuite vers le coin supérieur droit du tableau.
où l'on aperçoit la forêt. Cependant, cette fuite est coupée par les trois contremaîtres qui ramènent les indigènes vers la partie centrale de l'œuvre. Le bâtiment et le contremaître de la partie gauche jouent le même rôle et viennent se positionner entre les indigènes et la forêt que l'on ne distingue plus dans cette partie du tableau. Il n'y a donc aucune échappatoire à la violence, ni pour les indigènes, ni pour le spectateur, et cette dernière se place ici en véritable protagoniste de l'œuvre. La première inversion des discours des barons du caoutchouc que l'artiste réalise ici est celle de la construction de la forêt en tant que lieu infernal dans l'imaginaire occidental. L'artiste nous montre que c'est précisément la présence de cette civilisation occidentale, en l'occurrence celle des exploitants du caoutchouc, qui va transformer la forêt en un lieu infernal. Dans cet ensemble, deux personnages reçoivent un traitement pictural particulier. Il s'agit des deux indigènes représentés en position horizontale dans une œuvre dominée par les traits verticaux. D'une part, parmi les corps de l'amoncellement au premier plan, le seul qui soit montré entièrement est celui d'un enfant qui affiche de très nombreuses marques de coups de fouet dans le dos et semble avoir été battu à mort. Ce corps occupe une place particulière sur le tableau, car outre sa présence au premier plan, il s'agit du seul élément qui soit entouré par un certain vide dans une œuvre très chargée. En mettant ainsi le cadavre mutilé d'un enfant au premier plan, l'artiste insiste sur la barbarie des employés de la parc. D'autre part, le second personnage en position horizontale est l'indigène dans la partie droite de l'œuvre, sur le point de recevoir un coup de crosse. Malgré sa situation, il semble davantage préoccupé par la couronne de plumes, symbolisant ici la culture, qu'il tente de ramasser et protéger. La seconde inversion des constructions discursives occidentales que Bruce Rubio réalise dans cette œuvre est celle de montrer que dans les stations caoutchoutières, ceux qui portent et défendent la culture sont les indigènes, tandis que les employés de la parc ne sont associés qu'à la violence et à la barbarie. Le peintre Witoto Santiago Yawarkani, né en 1961 à Pebas, représente dans cette œuvre, et à l'instar de celle de Bruce Rubio, une juxtaposition de scènes de torture et de mise à mort. Comme dans le tableau précédent, les contremaîtres sont représentés en blanc, mais ici, ils s'harmonisent avec les ossements qui jonchent le sol et les teintes grises qui prédominent. Les trois bâtiments de l'arrière-plan peuvent être lus à la fois chronologiquement et comme symbole de trois aspects de l'ethnocide commis par la parc. Le premier fait référence à l'invasion territoriale, le second à l'appropriation et la destruction culturelle. Les contremaîtres et les indigènes y sont rassemblés dans une mise en scène rappelant les photographies diffusées par l'entreprise qui détournaient des éléments de la culture Witoto, tels les malokas, donc les maisons, ou les peintures corporelles pour satisfaire la soif d'exotisme des publics citadins. Le troisième bâtiment réfère à l'aspect génocidaire de l'exploitation du caoutchouc, en faisant notamment allusion à un acte de résistance armée qui eut lieu en 1917 et qui se solda par la mise à feu de la Maloka où s'étaient retranchés nombre de Witoto. Il s'agit donc d'un acte de résistance vaine. Le tableau se compose majoritairement de scènes de torture et de violence, parmi lesquelles les feux ont une importance particulière. Au second plan, dans la partie gauche du tableau, des employés brûlent le drapeau péruvien dans lequel est enroulé un indigène, un acte de mise à mort aux dimensions rituelles. Dans un second bûcher, au premier plan, un indigène, mains liées, est suspendu au-dessus du feu, dans un second acte rituel mis en place par les tortionnaires qui forment un demi-cercle autour de la victime. À travers ces deux bûchers, l'artiste inverse les discours des défenseurs des barons du caoutchouc. Ce sont ces derniers qui réalisent des rituels barbares et macabres dans la forêt amazonienne. Le bûcher sur la gauche de l'œuvre répond à une autre logique, celle de la mise à mort systématique. On y voit plusieurs indigènes attachés et deux contremaîtres sont en train d'y jeter des enfants. Cette scène insiste sur l'aspect génocidaire de la violence des barons du caoutchouc, puisqu'il ne s'agit pas ici de punir un indigène pour un rendement jugé insuffisant ou une tentative de fuite, mais bien de détruire tout un groupe culturel. Le tableau présente plusieurs autres scènes de violence et de mise à mort, et le regard du spectateur ne peut échapper à la barbarie, pas plus que les Witoto. Cependant, un élément vient s'opposer à la sauvagerie générale de l'œuvre, l'indigène situé en son centre, dont les proportions sont bien plus importantes que les autres personnages. Cet homme est en train de jouer du maguare, donc un instrument de percussion notamment utilisé dans des cérémonies et des cadres rituels. On voit que plusieurs indigènes protègent l'instrument de leur corps.
À la manière de la couronne de plumes dans l'œuvre de Bruce Rubio, le maguare signifie ici la culture dans son ensemble, et comme dans le tableau du peintre Bora, elle est protégée par les indigènes, symbole de la résistance culturelle. De plus, le contraste entre l'acte de résistance par les armes, représenté dans un coin du tableau, et se soldant par la mort de nombreux indigènes, et l'acte de résistance culturelle, qui occupe la place centrale de l'œuvre, met en évidence l'importance donnée par l'artiste à cette forme de résistance. Le tableau est dominé par la violence et la mort et la profusion de scènes de torture, de représentations de meurtres ou de cadavres rappellent les représentations de l'enfer dans l'art occidental. Comme Bruce Rubio, Santiago Yawarkani inverse le discours des barons du caoutchouc en accentuant le caractère infernal de l'espace amazonien dont se sont emparés les exploitants du latex, et sur les dimensions génocidaires et rituelles de la violence. Cependant, et là encore de manière similaire à l'œuvre de Bruce Rubio, l'artiste accorde une importance fondamentale à la culture, importance que nous allons maintenant analyser davantage. Dans ce tableau, Santiago Yawarkani représente Arana sous la forme d'une main, à la fois humaine pour symboliser l'acte de destruction et animale pour symboliser la prédation. Les trois animaux choisis pour représenter la main sont le jaguar, le caïman et le boa, trois des plus grands prédateurs de la forêt amazonienne, ce qui permet à l'artiste d'assimiler l'exploitation du caoutchouc et le génocide des groupes indigènes du Putumayo à un acte de prédation animale. Santiago Yawarkani inverse le processus discursif, fréquemment utilisé par les intellectuels organiques au service des barons du caoutchouc, visant à rapprocher les indigènes des animaux par leur supposée sauvagerie. En outre, Arana est certes comparé au prédateur qui dévore, mais il est avant tout représenté par une main humaine, faisant de son repas un acte cannibale. La soi-disant anthropophagie des indigènes du Putumayo était largement mise en avant par les exploitants du caoutchouc pour souligner leur état primitif avant leur incorporation dans la parc. Ici, c'est donc le mythe du sauvage cannibale que l'artiste attribue aux barons du caoutchouc par un jeu de symétrie inversée entre les propagandes des défenseurs d'Arana et la mémoire indigène. Les éléments en passe d'être dévorés par la main cannibale ont une valeur métonymique, et ils représentent les éléments centraux de la culture Witoto. Les trois indigènes affichent des peintures corporelles et symbolisent ainsi les rites et les traditions. Le quatrième personnage, représenté avec des teintes bleues, rouges et jaunes, est un esprit, le propriétaire d'une espèce animale ou végétale et qui symbolise la cosmologie. Le choix des couleurs primaires souligne l'aspect fondamental de la spiritualité dans la culture Witoto. En outre, malgré sa capacité à rester caché des hommes s'il le souhaite, cet esprit est dévoré par Arana, tout comme l'environnement, représenté par les feuilles. Tradition, cosmologie, environnement, c'est un acte de destruction totale que l'artiste représente ici. Dans ce tableau, c'est le discours des vertus civilisatrices de l'industrie du latex qui est déconstruit et inversé, puisque cette dernière ne fait au contraire que détruire la culture et la civilisation. Dans cette œuvre, nous retrouvons la palette de couleurs vives de Bruce Rubio qui représente de nouveau une juxtaposition de diverses images, scènes et symboles. L'ensemble est structuré par une ligne, d'abord verticale au centre de la partie supérieure du tableau, puis qui va se convertir en une diagonale de plus en plus prononcée vers la gauche, créant une hiérarchisation entre les deux parties de l'œuvre. La partie gauche représente les phénomènes d'appauvrissement culturel et d'acculturation qui accompagnèrent l'exploitation des Bora et des Witoto, et d'autres groupes d'ailleurs. Les quatre personnages sont des indigènes. Deux d'entre eux ont été victimes de ce processus d'acculturation et sont vêtus à la manière des Occidentaux. Le premier transportant du caoutchouc et le second punissant les deux autres indigènes vêtus de manière traditionnelle et dont la résistance ici est d'abord culturelle. Dans la partie droite de l'œuvre, l'artiste représente la culture indigène. On y voit trois hommes qui réalisent une tâche qui semble difficile, l'artiste déconstruisant ainsi le mythe des indigènes oisifs et peu enclins au travail. Dans la partie inférieure, une représentation du globe terrestre sert de base à un ensemble déstructuré de bras, de jambes et d'éléments végétaux qui signifie la non-dualité des Bora avec leur environnement. D'après les propos de l'artiste, ce conglomérat représente la culture, laquelle donne un sens au monde. Sur cet ensemble repose un plateau présentant diverses denrées alimentaires vers lequel semblent se diriger les travailleurs, signifiant ainsi l'objectif de leur labeur. L'artiste oppose le travail dans un but d'enrichissement capitaliste et le travail dans un cadre alimentaire
auxquels des éléments culturels donnent un sens, puisque pour les Bora et les Witoto, la chasse, la pêche ou la récolte ont une fondamentale dimension spirituelle. Dans la partie centrale de l'œuvre, au premier plan, on observe des objets et éléments naturels ayant une importance particulière dans les cultures Bora et Witoto. Maguare, feuilles de coca, pièces d'étoffe tissées ou des fruits. Leur place centrale les situe comme fondement de la résistance culturelle indigène. On retrouve également dans cette œuvre une inversion entre le discours des barons du caoutchouc et la représentation artistique, la culture étant associée aux indigènes et la barbarie aux exploitants du latex. Le travail traditionnel est lié à la récolte de denrées et il est fondamentalement inscrit dans un cadre culturel. En comparaison, le travail dans le cadre de l'exploitation du latex se fait dans la violence et il est dénué de sens et de toute spiritualité puisque le seul élément culturel qui lui est associé, ce sont les vêtements, alors que la culture indigène est représentée par une profusion d'éléments et de symboles pour signifier sa richesse. À travers ses œuvres, Bruce Rubio et Santiago Yawarkani déconstruisent les principaux mythes et projections de l'imaginaire occidental sur la forêt amazonienne et ses habitants, mythes qui furent largement utilisés et modifiés non seulement par les barons du caoutchouc, mais également par leurs détracteurs. En outre, les artistes mènent à bien, à travers leurs œuvres, un processus d'inversion de ces constructions discursives. Ainsi, ce sont les stations caoutchoutières qui sont représentées en lieux infernaux, tandis que la jungle est l'espace de la civilisation. Ce sont les exploitants du latex qui sont représentés comme des sauvages et des anthropophages, et les indigènes comme porteurs de la culture et de la civilisation. De plus, les artistes montrent la richesse et la force de leur culture, invisibilisés même par ceux qui prétendaient les défendre à l'époque du caoutchouc, comme instrument principal de leur résistance face à l'invasion de leurs terres et de leur identité depuis maintenant plus d'un siècle.